compris qu'elle se promenait en fait dans notre salle de bain et notre chambre pendant notre absence. Nous étions de moins en moins à l'aise en partant travailler. Les amis, ce que vous venez d'entendre à l'instant même, c'est un passage d'une des histoires que je vais vous raconter aujourd'hui. J'espère que vous êtes tous prêts, bien installés au fond de votre siège, chez vous ou sur votre canapé, sur votre toilette. Il y en a, c'est sûr, qui sont dans cette situation-là, c'est obligé. Je veux voir des coms là, qui me disent où ils sont, ça peut être très drôle, je sens qu'on va se marrer. Vous êtes de plus en plus nombreux, je me fais harceler constamment tous les jours de vos histoires et j'en suis fier, je suis content de ça. Aujourd'hui les amis, on est sur une sélection d'histoires paranormales, mais aussi de rencontres effrayantes que vous avez pu faire. Je vous invite à m'envoyer vos histoires sur l'adresse leo@d-influence.com, vous êtes habitués à force. Je le dis tout simplement à toutes les vidéos, c'est du pur harcèlement. Je vous rappelle les amis, pour ceux qui ne me suivent pas encore, sur Spotify, j'ai créé mon podcast Les histoires glauques et sombres de Léo. Vous êtes là-bas, 22 000 à me suivre, merci encore pour ça. Et du coup, voilà, si vous voulez me rejoindre, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci pour ça. Il y en a beaucoup qui me disent qu'ils écoutent les podcasts en faisant du sport, en faisant à manger, ou en étant tranquille, ou juste avant de dormir, voilà, ils posent le téléphone à côté, ils écoutent avec leurs écouteurs. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à Spotify, ça pourrait vraiment me soutenir. Je vous mets évidemment tout ça en description et en commentaire épinglé. Bref, commençons avec la première histoire. Le titre du mail s'intitule « Une nounou qui dépasse les limites ». Et bizarre d'avoir ce titre sur une histoire d'horreur. Bref, j'ai hâte de lire ça. Bonjour Léo, je m'appelle Lily. Je suis férue de tes récits paranormaux et de stalking, et mes enfants aussi. Étonnant, quel âge ont tes enfants? Ça m'intrigue. Je me permets aujourd'hui de t'apporter mon témoignage. Cette histoire nous est arrivée à moi et mon mari il y a maintenant 6 ans. À cette époque, nous n'avions qu'un enfant, un petit garçon. Jeunes parents de moins de 25 ans, nous travaillons tous les deux à temps plein, mon mari dans l'agricole avec des horaires à rallonge et moi dans un travail juridique avec des horaires de bureau. Nous avons donc décidé de prendre une nounou à domicile. Lors de l'entretien préalable, Gina, nom fictif pour ne pas qu'elle soit reconnaissable, nous a fait bonne impression. C'était une femme avec plusieurs années d'expérience, âgée d'une quarantaine d'années. On s'est dit alors qu'elle serait parfaite pour garder notre fils durant nos journées de travail et on s'est senti plutôt en confiance avec elle. Au début, tout se passait très bien. Elle nous envoyait des photos de notre enfant régulièrement pendant la journée. C'était assez rassurant de la voir, et même pour des parents, de recevoir ces petites attentions, de savoir ce que vit leur petit avec sa nounou. À cette époque-là, notre maison était en travaux. Le rez-de-chaussée était terminé, salon, salle à manger, cuisine, WC, salle de bain et même chambre de notre enfant. À l'étage, notre chambre était prête également, mais pas la salle de bain parentale ni les autres pièces. Gina, qui s'occupait de notre fils durant la journée, n'avait aucune raison de monter à l'étage. Tout ce dont elle avait besoin pour s'occuper de lui se trouvait en bas, à portée de main. Mon mari rentrait parfois déjeuner le midi à la maison, selon son emploi du temps. Il a commencé à me dire qu'elle avait un comportement bizarre avec lui. Je n'ai pas pris cela au sérieux. Je me suis dit qu'il exagérait, qu'il était un peu ours et qu'elle était peut-être juste tactile. Ce qui le mettait mal à l'aise. Comme tout se passait plutôt bien avec notre fils, nous avons laissé couler. Puis un jour, mon mari m'a montré des messages qu'elle lui envoyait. Elle ponctuait parfois ses textes, d'émojis cœur ou bisous cœur. Le contenu était assez banal, similaire à ce qu'elle m'envoyait à moi, sauf que je n'avais pas les mêmes cœurs. Il trouvait ça vraiment étrange. Je prenais encore ça à la rigolade et je le taquinais sur ça. Il m'a aussi dit qu'elle portait parfois des tenues étranges pour une nounou, un peu aguicheuse. Je ne comprends pas trop, car le soir, quand je rentrais, moi, elle était toujours en jean et pull. Les messages ont continué jusqu'au jour où elle a écrit qu'il avait trop bien aménagé notre salle de bain parentale, avec un emoji cœur dans les yeux. Je rappelle qu'elle n'avait aucune raison d'aller dans cette partie de la maison, tout se trouvant au rez-de-chaussée pour s'occuper de notre fils. Chelou la meuf. Là, nous avons compris qu'elle se promenait en fait dans notre salle de bain et notre chambre pendant notre absence. Nous étions de moins en moins à l'aise en partant travailler. On a commencé alors à faire beaucoup plus attention, à ne rien laisser traîner, à refaire le lit alors qu'en soi, on était chez nous, dans notre intimité. Un soir, je rentre du travail et là, je la trouve de mauvaise humeur. Elle m'annonce qu'un de ses autres employeurs met fin à son contrat et qu'elle aura donc moins d'heures et moins d'argent. Alors, voulant la rassurer, je lui dis qu'avec mon mari, nous espérons avoir un deuxième enfant prochainement. À ce moment-là, son visage se ferme encore plus. Au lieu de sourire ou de se réjouir, elle fait la tête. Je n'y prête pas attention et une semaine passe. Puis, un matin, Gina passe à l'action.
Lorsque mon mari lui confie notre fils, elle vrille complètement. Elle lui fait une déclaration d'amour, lui dit qu'elle veut se mettre avec lui, qu'il lui manque le soir quand elle rentre auprès de son conjoint. Le malaise est total. Mon mari lui répond, presque en s'enfuyant, que ce n'est pas réciproque et il saute dans sa voiture. Il m'appelle directement pour me raconter la scène. Au début, vous imaginez, je n'y crois pas du tout. Puis je me dis que oui, ça s'est vraiment passé et qu'on ne peut plus travailler avec elle dans ces conditions. Je finis par admettre qu'il a raison. Je me refais le film en me disant que mon mari avait été en alerte depuis le début, alors que moi, je n'avais pas voulu voir les signes. Le soir venu, je rentre retrouver mon fils et demander des explications à Gina. En arrivant, elle m'accueille avec un grand sourire et m'indique que tout s'est bien passé. Quelques minutes plus tard, mon mari rentre. Son visage se décompose immédiatement. Elle a compris qu'il m'avait tout raconté. Elle ne cherche pas à nier, elle me dit que, puisqu'il a dit non, l'histoire en reste là, et que je peux avoir confiance en lui. Je lui réponds que oui, j'ai confiance en mon mari, il me l'a toujours prouvé. En revanche, je n'ai plus aucune confiance en elle. Je lui dis que, dans l'intérêt de mon enfant, tenter de séduire son père dans le dos de sa mère, ce n'est pas le rôle d'une nounou. Nous décidions d'un commun accord de mettre fin à son contrat. Au moment où elle part, je lui demande si elle veut dire au revoir à mon fils. Elle refuse et me dit droit dans les yeux « Au moins j'aurais essayé ». Nous lui demandons de rendre les clés et elle prétexte les avoir perdues. Nous changeons évidemment les serrures le soir même. Elle quitte notre maison et nos vies. Mon mari me confie alors qu'elle portait bien une tenue différente le soir par rapport à celle qu'elle avait en arrivant le matin. Heureusement que notre couple allait bien, car sinon, cette histoire aurait pu faire beaucoup de dégâts. Plusieurs semaines après, elle a tenté de nous espionner sur les réseaux sociaux avec de faux comptes. Nous les avons bloqués à chaque fois. Nous n'avons plus jamais fait garder nos enfants à domicile depuis cet épisode. Et on comprend tous ici qui écoutons cette histoire. On peut vous applaudir, bravo, vous avez eu la meilleure réaction possible. Et vous, est-ce que vous auriez du coup attendu dans les commentaires le premier événement un peu chelou de la meuf pour la virer, ou vraiment être persuadé comme la maman là, d'être face à une meuf qui tout simplement est déjà un petit peu psychopathe sur les bords, stalkeuse aussi, et qui aime son mari, tout simplement. Très gênant tout ça. Bref, on passe à la prochaine histoire, la deuxième. Elle m'a bien fait bader celle-ci, ouais. Mise pas bien. Salut Léo, je te suis depuis un petit moment et à mon tour, j'ai envie de te partager mon histoire. Je m'appelle Caroline, j'ai 25 ans et en réalité, tout a commencé bien avant ma naissance, avec mes parents. Dans les années 90, ils ont pris la décision d'acheter une vieille maison, celle où j'ai grandi. Des travaux étaient nécessaires, mais ils ont choisi de vivre au milieu de ce chantier. Mon père retapait la maison à leur goût lorsqu'il ne travaillait pas. Il faut savoir que ma mère est catholique, mais non pratiquante, et que mon père est complètement athée et très rationnel. On imagine que ça, c'est peut-être un événement important pour la suite. Une nuit, alors que mon père dormait, ma mère a entendu une drôle de musique, comme venue du grenier. Puis, elle a senti un souffle sur sa joue. Quelques jours plus tard, ce sont les portes des chambres qui se sont mises à claquer sans aucune raison. C'était un mois de février et toutes les fenêtres étaient fermées. Voilà, par contre, pas trop d'explications, quoi. Très chelou. Ces phénomènes ont duré quelques temps, avant que mon père, sceptique face au récit de ma mère, se laisse tenter et s'enferme plusieurs heures dans leur chambre. Rien ne s'est passé ce jour-là. Peut-être n'était-il pas dans les bonnes conditions pour voir, entendre ou ressentir quoi que ce soit. Les mois sont passés. Les phénomènes étaient toujours présents, mais la maison était désormais terminée, prête à accueillir amis et famille. Entre-temps, mon père avait commencé, lui aussi, à entendre des bruits étranges. Mais bon, c'était le genre de gars à rationaliser toujours. Il disait souvent « Bon, ne vous inquiétez pas, c'est le bois qui travaille sûrement ». Un ami de mes parents, médium, a été le premier à venir. Ma mère ne lui avait rien dit sur la maison et lui a simplement proposé de visiter. Arrivé au bas des escaliers qui menaient aux chambres, il a su décrire l'étage, mais pas seulement. En haut des escaliers, à droite, il y a votre chambre et il y a quelqu'un, une vieille femme en colère. Vous avez détruit ce qu'elle avait construit, elle n'est pas contente. C'était à peu près ces mots. Pourtant, il ne connaissait rien de l'histoire de la maison. Putain, ça c'est très fort. Parce que le fait qu'il soit pas au courant de l'historique, ça crédibilise de fou. Ces dons un peu médiumniques. Bref, très flippant. En réalité, une vieille dame y avait effectivement vécu. Et lors des travaux, mon père avait dû abattre des murs, en reconstruire d'autres et modifier la disposition des pièces.
Son récit collait parfaitement avec l'histoire du lieu. Mais ce n'était pas tout. Suite à cela, ma mère a décidé de faire venir un prêtre. Elle ne se sentait plus du tout à l'aise dans cette maison. Le prêtre est arrivé et ma mère lui a proposé de monter à l'étage. Arrivé en bas des escaliers, il a fait directement demi-tour. Il ne voulait pas monter, car ce qui se trouvait là-haut l'effrayait. Il a conseillé à ma mère de mettre des croix dans chacune des pièces de vie, cuisine, salon, chambre, et de prier surtout chaque jour. Cela a sans doute fonctionné, car après ça, les phénomènes se sont atténués. Mes parents ont cessé de vivre des choses étranges, hormis parfois quelques bruits de pas, mais rien d'effrayant. À mon adolescence, donc environ 20 ans plus tard, vers 2014-2015, j'ai pris la décision d'enlever la croix présente dans ma chambre, sans connaître l'histoire de cette maison. Mes parents ne m'en avaient jamais parlé, peut-être pour me préserver, m'éviter d'avoir peur, ou simplement parce qu'il ne se passait plus rien. Mais une nuit, quelques semaines après avoir retiré cette croix, alors que je regardais la télé dans mon lit, j'ai entendu un bruit, une sorte de musique venue de je ne sais où. Il était environ 1h du matin. J'ai coupé le son de la télé et me suis levé pour aller voir dans la chambre de mes parents. Eux aussi ont une télé. Ils s'étaient peut-être endormis devant. Arrivé devant leur porte, j'ai constaté que leur télé était éteinte et qu'ils dormaient profondément. La musique, elle, avait cessé. Je suis retourné me coucher, pensant que ce n'était rien, peut-être mon imagination, pourquoi pas. Mais le son est revenu. Aujourd'hui, je l'associe à une sorte de fanfare, comme celle du 14 juillet. Je l'ai ignoré et j'ai passé le reste de ma nuit tranquillement. Puis, peu à peu, d'autres choses sont arrivées. Des bruits de pas dans les escaliers, différents craquements du bois. C'était comme si quelqu'un montait, mais il n'y avait personne. Des sensations de froid sous ma couette alors que les fenêtres étaient fermées. Je n'en ai pas parlé pendant plusieurs années et j'ai continué ma vie d'ado avec ces phénomènes sans trop m'en soucier. Il y a quelques années, autour d'un repas de famille, mes parents ont parlé pour la première fois de ce qu'ils avaient vécu dans cette maison. J'ai écouté attentivement, puis je leur ai raconté ce que je vivais depuis plusieurs années. Je n'ai pas remis la croix dans ma chambre et honnêtement, je me suis habitué aux bruits étranges et aux sensations. En 2020, j'ai pris un appartement juste en face de la maison de mes parents, avec mon chien et mon ex. J'ai toujours eu la sensation que, peu importe où j'allais, quelque chose me suivait. Et il faut dire qu'avec le temps, je me suis énormément renseigné sur le paranormal. Je pratique le pendule et je tire les cartes maintenant. Comme si cette maison avait éveillé en moi quelque chose. Peut-être, peu après mon aménagement, j'ai perdu ma marraine d'un cancer. J'étais très triste. Quelques jours plus tard, tard dans la nuit, je fumais à la fenêtre avec mon copain de l'époque. Il faisait nuit noire, les rues étaient désertes. Et soudain, une odeur de parfum m'a enveloppé. Pas un parfum d'hiver, plutôt une odeur d'été, fleurie avec du monoeil. Je me suis penché à la fenêtre, mais personne. Mon copain, lui, ne sentait rien. Quelques minutes plus tard, mon chien s'est mis à aboyer sans raison. Ce comportement, il ne l'a eu qu'ici et dans la maison de mes parents. Aujourd'hui encore, des phénomènes se produisent dans la maison. Mon père reçoit parfois quelqu'un lui chatouiller les pieds, toujours à 5h20 du matin, très précisément. Mes parents sont séparés, mon père a gardé la maison et lui aussi a retiré certaines croix, notamment celle de sa chambre. Pour ma part, je suis devenue maman et j'ai déménagé à l'autre bout de la France et j'ai l'impression que quelque chose m'a suivi. Parfois, j'entends des bruits étranges et mon enfant a peur dans sa chambre. Il m'a déjà parlé d'un enfant, toujours le même, que je ne connais pas. Bref, les phénomènes se font toujours ressentir. Mais je n'en ai pas peur. Je voulais simplement partager cette histoire, surtout celle de mes parents. Merci de m'avoir lu. Là, je suis assez subjugué de l'histoire, pas tellement de théorie, si ce n'est que c'est hyper mystérieux. Le médium qui sait exactement les emplacements des pièces et qui ressent la présence qu'avait ressenti le papa rationnel, c'est complètement lunaire. En plus, ce que tu as vécu juste après, toi qui étais de base rationnel et qui a commencé à faire du pendule, c'est très particulier. Il faut le vivre pour le croire, j'ai bien l'impression. Et en plus, le fait que tu aies mis des vidéos de tes chiens qui aboient sur absolument rien, ça aussi, c'est très dur à expliquer. On peut te souhaiter qu'il t'arrive plus de choses un petit peu bizarres comme ça, même si j'ai l'impression maintenant que tu es plutôt OK avec ça, étant donné que tu fais du pendule, etc. J'aurais été effrayé à ta place, personnellement. Dans les commentaires, tout le monde, oui.
Tout le monde est d'accord avec ça. Coucou Léo, je t'envoie mon histoire car elle me pèse énormément et je l'ai racontée à peu de personnes. Je m'appelle Rachel et j'ai aujourd'hui 25 ans, 26 en fin d'année, et ça fait quasiment 14-15 ans que ça s'est passé. Tout commence quand je déménage de ma ville natale. Ma maman a rejoint mon beau-père dans sa maison dans l'Aube. J'étais à plus de 600 km de mon ancienne ville. Il faut savoir que c'est un petit village d'à peine 300 habitants et ma maman allait tenir un bar-restaurant, son rêve. La maison a été refaite de A à Z avant que nous emménagions. La maison a été un hôtel et un hôpital aussi pendant la guerre, mais aussi un bar clandestin et ensuite un restaurant-bar. Bref, un peu tout. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais 11 ans. Je ne croyais pas aux fantômes ni aux tueurs en série. Petit à petit, dans cette maison, je me sentais de plus en plus mal, au point où j'avais peur d'être seul, même en pleine journée. Je faisais des paralysies du sommeil, chose que je ne faisais jamais avant. À plusieurs endroits dans la maison, dans les coins, je trouvais des mouches mortes de temps en temps. Je me disais, bon, ça doit être le chat, et je passais outre. C'est fou, ça revient souvent les mouches mortes, quand il y a des événements paranormaux, je ne sais pas ce que ça signifie exactement. J'aimerais bien avoir des réponses dans les coms, si vous avez des réponses dans les commentaires de ces mouches mortes qui reviennent régulièrement dans les histoires, vos histoires, et surtout paranormales, jusqu'au jour où les événements tournent tous en même temps. J'allais au collège, à 10 km de chez moi, je prenais les bus de campagne. Il faut savoir que j'habitais en Lyon-et-l'Aube, où deux affaires criminelles ont bousculé la France peu de temps avant, au siècle dernier. Je passais beaucoup de temps dehors car ma maison me faisait peur. Un jour, une voiture passe devant la place de la mairie où je jouais au ballon, une Citroën blanche. L'homme m'a abordé seulement au deuxième passage de sa voiture et m'a demandé si je voulais des bonbons et voir sa ferme. Je lui ai répondu « Non merci, je dois prendre mon 4 heures » et je suis parti en courant. En rentrant, je monte à l'étage et ma porte de chambre se claque d'un coup et mon bureau commence à trembler. Attends, mais c'est fou, il y aurait des événements paranormaux et un kidnapping. Il n'y avait aucun vent, ni fenêtre ouverte. La porte s'est réouverte. Je suis parti voir ma maman sans lui en parler. Les choses se sont intensifiées, griffures, bleus, porte qui claque, etc. À 14 ans, j'ai décidé de faire des recherches sur cette maison. Je suis allé à la bibliothèque du village pour essayer d'avoir d'anciens journaux, et là, bingo, un dossier d'une dizaine de pages. Je demande à l'emprunter pour l'emmener chez moi, afin de l'examiner. Je lis que les anciens propriétaires sont décédés en se suicidant depuis ma fenêtre suite au décès de leur fils, en bonne santé. Une crise cardiaque apparemment, déjà 3 personnes décèdent ici. Durant la période hôtel de la maison, 6 personnes sont décédées, meurtre, suicide. Et durant la période hôpital de guerre, je ne compte même plus les victimes qu'il y avait. Le lendemain, je revois cet homme au même endroit et il me dit « Tu seras la prochaine ». D'une voix rauque et des yeux d'un noir. J'ai jamais vu cela. On ne voyait même pas le blanc de ses yeux. Mais comment ça, vous allez me dire? Comment ça? J'en avais assez déjà. Je vivais dans une maison remplie d'énergie malsaine et là un homme me dit ça? Ça en est assez. J'ai dit à ma maman que cet homme rôdait vers la place et je l'ai décrit physiquement. Et sa voiture aussi. Et elle est restée complètement choquée. Et surtout en panique. Elle a fermé le bar à une rapidité et a appelé la police directement. Je n'ai pas compris. J'étais jeune. J'ai appris que cet homme était recherché pour enlèvement sur fillette et meurtre. Ils ont mis 2 ans à l'arrêter. Et pendant ce temps, je ne le voyais plus. Mais à la maison, c'était le chaos. Mon chien décède alors qu'il était en bonne santé. Quand j'ai vu ça, j'ai paniqué. Et je me suis dit, ici, les morts se suivent, par 3. Donc, qui va être la deuxième ou la troisième? 2 semaines après mon chien, c'est à mon cochon d'Inde. Nous sommes à 2. C'est terrible. Il lui arrive des événements paranormaux, une tentative de kidnapping, mais aussi une malédiction de plusieurs meurtres dans sa famille. On ne peut pas avoir plus de chance qu'elle, c'est terrible. Les événements paranormaux continuaient et mon comportement était violent et agressif, alors que, de base, je suis tout l'inverse. Arrivé au lycée, j'ai appris le cancer de ma maman. Elle est partie en à peine 6 mois. Je suis parti de cette maison. L'homme a été arrêté le jour où je partais définitivement de la maison. Coïncidence? Je ne sais pas. Il avait tué 7 fillettes âgées entre 16 et 13 ans. Après ça, les événements paranormaux se sont arrêtés et mon comportement est devenu calme et plutôt doux, après être revenu dans ma ville natale. Je n'ai jamais compris tous ces événements suivis à la suite. J'ai su que le chiffre 3 était une moquerie à Trinité. Est-ce que c'était le démon qu'il y avait dans cette maison?
Et pourquoi moi? Pourquoi ma famille? Et c'est la fin de l'histoire. Waouh! Alors celle-ci, elle est très particulière. Je pense qu'elle n'est arrivée à très peu de personnes. Mais c'est pas étonnant en réalité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des sortes de malédictions ou des malchances ou des coïncidences tragiques. Alors est-ce que cette histoire du coup est paranormale ou juste ce sont de simples coïncidences juste tragiques? Tu as juste pas provoqué la malchance, mais la malchance est arrivée vers toi comme ça, sans prévenir. Je pense qu'on serait plutôt sur ça, honnêtement. Après, toi, peut-être tu peux y voir une malédiction ou le destin. Mais en tout cas, ouais, ça reste tragique et j'espère en tout cas que actuellement, tu ne vis plus de trucs horribles et que ça ne va pas surtout se reproduire. Salut Léo, je m'appelle Daniela. J'ai 24 ans et j'aimerais te partager une histoire paranormale que j'ai vécue entre 2018 et 2019. Elle me marque encore aujourd'hui et j'ai enfin trouvé le courage de te la raconter. À cette époque, je vivais encore chez mes parents. Ils étaient partis en vacances et mon grand frère, qui vivait aussi avec nous, était à l'armée. Je pensais devoir rester seul 2 semaines, mais au final, j'ai été seul 1 semaine seulement, car mon frère est revenu plus tôt à cause d'une blessure aux 2 genoux. Mais cette semaine-là, je ne l'oublierai jamais. Depuis toujours, des choses bizarres se passent autour de moi. Depuis toujours, des choses bizarres se passent autour de moi, décorées avec des figurines et des guirlandes. Il m'est arrivé plusieurs fois de voir un seul livre tomber sans raison, sans que les autres ne bougent. Parfois, les lumières s'allument ou s'éteignent toutes seules. Les portes claquent, certains objets disparaissent et je ne les retrouve jamais. Mais cette fois-là, c'était assez différent. Tout était plus intense, presque oppressant. Je ressentais constamment une présence dans l'appartement. J'avais l'impression d'être observé, partout, tout le temps. Et ce qui m'a troublé, c'est que parfois, je ressentais une énergie douce, presque réconfortante. Et d'autres fois, quelque chose de lourd, d'agressif. Comme s'il n'y a pas une seule entité, mais 2. J'évitais de rester chez moi. Je passais mes journées dehors à essayer de fuir ce que je ressentais chez moi. J'ai fini par en parler sur Snapchat, à travers des stories. Une fille avec qui j'étais parti en voyage scolaire m'a alors écrit. On n'était pas si proches que ça, on ne s'était jamais forcément parlé, mais elle m'a dit qu'elle avait montré mes stories à son père et que lui avait senti quelque chose. Il a décrit mon appartement à la perfection alors qu'il n'y a jamais mis les pieds. Il a parlé d'une présence très en colère et l'a appelé par un prénom, Erwan. Il a expliqué qu'Erwan était mort d'une façon atroce. Il a refusé d'en dire plus, disant qu'il ne pouvait même pas le raconter tellement que c'était choquant. Bon, il m'a dit qu'Erwan n'avait rien à faire ici, qu'il ne faisait que passer et qu'il repartirait de lui-même si personne ne le déclenchait. Et après ça, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette fille, plus aucun message. Comme si tout s'était brusquement arrêté. Alors quand mon frère est revenu, j'étais plutôt soulagé. Je lui ai tout raconté, mais bon, il ne m'a pas cru. Il a dit que j'exagérais. Pourtant, le simple fait qu'il soit là me faisait me sentir un peu plus en sécurité. Après cette période, alors, je suis parti rejoindre mes parents au Portugal, mon pays natal. Et c'est là-bas que j'ai enfin parlé de tout ça à ma mère et à ma tante. Elles m'ont cru. Elles m'ont raconté des choses très étranges qui étaient arrivées à ma grand-mère liées à la sorcellerie. Elles nous ont conseillé d'aller voir une femme connue dans la région. Cette femme vivait seule dans une petite chapelle. Elle portait le même prénom que ma mère. Elle était toute petite, avec des cheveux blancs, un regard doux et un sourire presque rassurant. Dès qu'elle nous a vus, elle a su pourquoi on était là, sans qu'on ne lui dise rien. Elle a aperçu les 2 entités. L'une bienveillante, qu'elle identifiait comme étant ma grand-mère décédée en 2010, et l'autre plus sombre, plus lourde, qu'elle n'a pas détaillée, mais dont elle sentait la colère et la tension. Ce moment a été très fort, très intense. Ma mère et moi étions en larmes. C'était intime, presque bouleversant. Elle nous a parlé avec beaucoup de douceur, mais sans détour. Elle a alors expliqué que ma grand-mère restait proche car ma mère n'arrivait pas à faire son deuil, que sa tristesse l'empêchait de partir. Elle m'a mise en garde. Elle m'a dit que certains esprits pouvaient facilement s'accrocher à moi, que j'étais ouverte et qu'il fallait absolument que je me protège. Elle a donné à ma mère une liste de choses pour purifier la maison. Certaines me concernent directement, mais je ne sais pas lesquelles. J'évite d'en parler avec ma mère. C'est encore trop perturbant pour nous deux. Elle nous a aussi remis des herbes à brûler. Et après avoir tout accompli, la présence malveillante a totalement disparu. Ou du moins, je ne la ressens plus. En revanche, je sais que ma grand-mère est toujours là. Quand ma mère est présente dans l'appartement,
Il m'arrive de sentir une caresse sur ma joue quand j'essaie de m'endormir ou une main sur mon épaule quand je vais mal, mais uniquement quand elle est là. Quand je suis seul, je le suis vraiment. Je n'ai pas de vraie conclusion à cette histoire, elle me suit encore. J'ai vécu beaucoup d'autres choses étranges, mais celle-ci est la plus complète et d'une certaine façon, la plus douce aussi. C'est vrai que c'est hyper mignon. Je te laisse aussi en bonus un petit bout d'histoire familiale si jamais tu veux mieux comprendre d'où tout ça vient, évidemment. Du côté maternel, ma famille a grandi dans une grande pauvreté. Quand ma grand-mère a eu son premier enfant, elle travaillait chez une femme aisée. Alors n'ayant personne pour garder son enfant, elle devait l'emmener au travail avec elle. Un jour, cette femme a regardé le bébé et a dit « Comment ton enfant peut-il être aussi beau alors que vous n'avez rien ? Moi, j'ai tout et ma fille n'est pas jolie. » Peu après, le bébé a arrêté de se nourrir et pleurait sans cesse. Une connaissance a conseillé alors à ma grand-mère d'aller voir un sorcier. Elle y est allée et elle s'est blessée au pied en chemin en trébuchant. Elle a attendu longtemps et le sorcier, en séance, est agacé par les pleurs de l'enfant. Il est sorti de son cabinet pour l'interrompre et l'a fait rentrer. Il a fait alors des gestes très étranges et l'enfant a arrêté soudainement de pleurer. Il lui a dit que l'enfant avait été victime du mauvais œil et que ce qu'il venait de faire le protégeait à vie. Avant qu'elle parte, il lui a demandé de désinfecter son orteil qui saignait, alors qu'elle portait des chaussures fermées. Et il lui a également dit de ne pas trébucher à nouveau sur le chemin du retour. Elle l'a vérifié en rentrant, il avait raison, son pied était ensanglanté, aujourd'hui encore. Mon oncle se vante que depuis ce jour, plus rien ne peut l'atteindre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire. Si tu veux l'utiliser pour ta chaîne, ce serait un honneur. À bientôt, Daniela. Daniela, cette histoire est folle. Alors déjà, moi, ce qui m'a bluffé, c'est l'élément de la fin. J'imagine que vous aussi vous a perturbé. Le fait que le sorcier arrive à prédire littéralement la blessure au pied de l'enfant. Comment tu peux réussir quand tu es un humain normalement constitué, son pouvoir finalement, deviner ça, c'est pas trop possible quoi, en vrai. Donc hyper crédibilisant ce fait-là, et ce qui rend l'histoire en fait hyper badante. Je sais pas ce que vous en pensez, alors est-ce que c'est une coïncidence qu'il ait deviné ça comme ça? Bon, après on peut être aussi tout simplement sur des charlatans, il y a beaucoup de sorciers charlatans, et le fait aussi que le sorcier ait deviné qu'elle a trébuché peut rendre aussi le truc encore plus crédible. Après est-ce qu'il n'a pas observé par une fenêtre et du coup il l'aurait vu tomber? Bon, ça on n'a pas évidemment tout le contexte, on n'a pas la scène devant nous, donc on peut pas trop se fier à cette théorie-là. En tout cas, bien flippante, merci pour le partage, parce que c'est encore une histoire un peu de malédiction, de malchance, de coïncidence, et c'est mes préférés, personnellement. Mes préférés en même temps, le pire truc, je pense, qui peut arriver à un être humain, le fait d'être contrôlé par quelque chose que toi-même, tu ne peux pas contrôler. Et souvent, et la plupart du temps, c'est dans le négatif, et qu'un gars derrière toi a souvent une bonne grosse dose de jalousie. Salut, je vais te raconter l'une des soirées les plus perturbantes que j'ai jamais vécues en foyer. J'espère qu'elle te plaira. Je vais te raconter cette soirée car il s'est passé beaucoup de choses. Petit contexte avant, cela s'est passé il y a presque 14 ans. J'ai été mise en foyer par ma mère, donc autant te dire que nos rapports n'étaient pas très positifs. Voici comment le foyer fonctionnait. Les petits, c'est le primaire jusqu'en 6e. Les moyens, c'est la 6e jusqu'au début du lycée. Et après, ce sont les grands, au début du lycée jusqu'au départ du foyer. Je vais te décrire l'extérieur et l'intérieur du foyer car c'est très important pour la suite. Quand nous rentrons par le petit portail, il y a à gauche un collège. Car oui, dans notre foyer, il y avait un collège et une école primaire. Mais le collège ne faisait que la 6e et la 5e. Donc, quand on rentre par le portail, à côté du collège, il y a l'ancien foyer où je dormais. Après, il y avait une classe spécialisée. À droite, il y avait l'école primaire, un endroit où se restaurer, et ensuite c'était le bâtiment des grands et des moyens. Quand on rentre dans le foyer, car les grands et les moyens sont jumelés, il y a un escalier de chaque côté. Pour chaque côté du foyer, en montant les escaliers, il y a à droite la salle de linge, la salle commune, la salle à manger et la petite cuisine qui est juste en face des escaliers. Et à côté de ces escaliers, il y a la salle des éducateurs et un petit couloir qui mène à la deuxième partie, celle des grands. Quant à l'extérieur, c'est très simple. Il y a des petits parterres de fleurs où on peut jouer un peu partout à l'intérieur de la cour. Il y a aussi un carré de terre assez grand où on peut faire du foot ou autre. Mais surtout, le foyer est entouré de murs. Seul l'endroit où il y a un carré d'herbe est différent. Il est bordé d'un mur de buissons.
il n'y a pas de grille, pour éviter que quelqu'un s'échappe ou que quelqu'un rentre. Ah oui, petite précision aussi très importante, mon foyer a été construit sur un ancien cimetière et sur une église de bonnes sœurs et de prêtres. Nous sommes donc un vendredi juste avant les vacances. Je rentre au collège, j'étais en 6e. Comme chaque mois, je restais un week-end sur 4 au foyer. Je venais de passer récemment des petits aux moyens. Cela faisait seulement quelques semaines et je m'étais pas encore totalement habitué aux autres. Nous décidions de passer le week-end à regarder des films d'horreur sur l'ordinateur. Meilleur mood. Nous étions une quinzaine. Nous avons regardé notamment Chucky et des films d'horreur religieux. Il était 2 h du matin quand, d'un coup, on décide d'aller prendre l'air. Bien naturellement, de 20 h à 2 h du matin, on avait eu le temps de voir pas mal de films. Nous nous amusons donc à nous balader, nous allons tous au fond du foyer, et là, il y a le carré d'herbe. Nous nous amusons à regarder de l'autre côté du buisson, et derrière, il y a des champs. Mais pas n'importe quel champ, des champs de maïs. On s'amuse à regarder quand tout d'un coup, on voit des lumières s'allumer. Pas n'importe quelle lumière, des lumières de type voiture. Sauf que le problème, c'est que c'était au milieu du champ de maïs. Cela nous a fait bien peur. Du coup, nous partons en courant. La plupart des gens qui étaient avec moi sont remontés car ils ont eu peur. Nous, on continue notre balade dans l'enceinte du foyer quand j'aperçois au petit portail une dame. Je vais la voir alors et je commence à lui parler. « Bonsoir madame, il est très tard. Vous devriez rentrer chez vous car les visites ne sont pas autorisées à cette heure-ci. » La dame ne me répond pas. Mes amis m'appellent donc pour que je retourne vers eux. Je redis à la personne la même chose et je pars. Quand je me retourne, je ne vois plus cette femme. Je me dis qu'elle est forcément partie. On continue alors notre balade et tout d'un coup, je revois cette même femme à l'intérieur du foyer. J'ai des frissons, là, premier degré, c'est terrible. Mais elle n'a pas le même regard que tout à l'heure. Tout à l'heure, son regard était très perdu. Là, son regard est plutôt énervé. Qui est cette femme, bordel? Du coup, on décide de rentrer pour prévenir le veilleur de nuit, afin qu'il s'appelle les services compétents pour la faire partir. Le veilleur nous demande de décrire la femme, je la décris, surtout moi qui l'avais vue plus longtemps que les autres. Et là, il me dit « Ah, cette femme, elle est morte il y a quelques années. C'est une bonne sœur, elle s'est pendue. Là où est ta chambre actuellement ?» Autant te dire que ce jour-là, on a eu la trouille de notre vie et que je l'ai revue plus tard. Mais je n'ai pas osé en parler aux éducateurs, car ils sont très croyants là-dedans, voire dans le déni. Et surtout, depuis que je suis petite, il m'arrive plein de choses que je pourrais encore te raconter si ça t'intéresse, car je suis entre guillemets sujette à ça. J'espère que mon anecdote t'a plu, évidemment qu'elle m'a plu, même très effrayé, voire des frissons sur tout le bras. Et faites attention parce qu'elle pourrait être derrière vous. Aïe aïe aïe, cette dernière phrase m'a mis dans le doute. Cette dernière phrase qui fait un peu fiction. Ah là là. Bah alors, si ça t'est vraiment arrivé, c'est fou. Si ce n'est pas le cas, très bonne histoire pour un film d'horreur. Et vraiment, il faudrait que tu la notes sur un petit calepin et que tu nous la fasses parce que c'est génial. Pas tellement de théorie, si ce n'est que si on te croit, on est sur du coup l'esprit revenant de la nonne qui s'est pendue dans cet établissement. Mais bon, ça fait du coup un peu fake avec la fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et faites attention parce qu'elle pourrait être derrière vous. Ça fait, vous savez, très fiction. On a envie de faire peur, on a envie de nous faire peur. Donc bon, là j'y crois moyen de jouer avec cette phrase, cette dernière phrase qui m'a mis sur le doute, et même avec le plot twist qui est très connu dans les films d'horreur. D'ailleurs même il dit au début de son histoire qu'il regarde beaucoup de films d'horreur et tout. Mais en tout cas, si tu l'as vraiment vécu, force à Watt mon gars. Ou meuf, j'ai plus le... Désolé. Bonjour Léo, cela fait plusieurs mois que je te suis et que je dévore tes vidéos. Ah oui d'accord, on est sur un truc assez violent. Étant une fan de l'étrange, tes histoires ainsi que celles de ta communauté sont vraiment intéressantes. Merci beaucoup. Je tente ma chance avec mes propres expériences en espérant qu'elles te plairont. Avant de commencer, il faut savoir que j'ai toujours été très curieuse du monde du paranormal et que je suis, depuis plusieurs années, une sorcière. Bref, c'est une façon d'être et de vivre qui fait que je suis facilement sensible à ce monde étrange. Ce que je m'apprête à te raconter n'est que la première histoire, mais on démarre bien. J'avais à peine 16 ans quand j'ai déménagé avec ma mère dans un petit appartement après le divorce de mes parents. J'étais alors une ado en pleine crise et c'est ce qui a fait que l'année que j'ai vécue dans cet appartement était loin d'être calme. Ça et le fait que je vivais à 20 mètres du cimetière du village et que l'appartement faisait partie d'une grande bâtisse autrefois utilisée comme logement pour le curé du village, une cure.
Tout commence très tôt. La sensation de ne pas être seul dans une pièce, la peur d'ouvrir la porte parce que je sentais comme si quelqu'un se trouvait juste derrière. Ma mère travaillait parfois en soirée. Du coup, je me retrouvais seul dans l'appartement jusqu'à passer 23 heures, voire minuit. Ce n'était vraiment pas facile de passer mes soirées seul, mais je faisais avec, pensant que c'était juste moi qui devenais parano. Je continuais ma vie, mais l'atmosphère redevenait pesante dès que je me retrouvais seul. Quelques semaines plus tard, mes voisins du dessus partent en vacances. Ma mère et moi, on se réjouissait, parce qu'ils étaient les pires. Cris et bruits de pas non-stop, le combo qui fait plaisir. Bref, arrive le soir, et alors que je cherchais le sommeil dans mon lit, j'entends des pas dans la pièce juste au-dessus de la mienne. Je savais que c'était la chambre d'une gamine, mais surtout, je savais qu'il n'y avait personne dans l'appartement. Aucune amie ou membre de la famille n'était venu s'en occuper. Pourtant, j'entendais des pas qui tournaient en rond dans la chambre du haut, des pas aussi forts que ceux de mes voisins, qui faisaient grincer les planches de bois. Bon, je savais que ce n'était pas très normal, mais je n'arrivais pas à ne pas y penser. Même aujourd'hui, je les entends encore dans ma tête. Pour adoucir un peu l'ambiance à la maison, ma mère et moi avons adopté un chaton. Je l'ai nommé Chester, en hommage à Chester Bennington, chanteur de Linkin Park. Les mois passaient et les bruits étaient toujours là, la sensation d'être observé aussi. Je passais d'une pièce à l'autre en allumant chaque lumière sur mon passage. Je puisais toute ma force pour ouvrir chaque porte. Bref, je faisais ma vie dans un logement hanté. Tout comme mon chat d'ailleurs, cette magnifique petite boule noire qui, bizarrement, se mettait à courir après quelque chose d'invisible. Il persistait à atteindre un coin précis de ma chambre au point de monter sur mes meubles et de casser mes lampes. Oui, le même coin, juste à gauche de mon lit. Ça le fascinait, mais moi, ça me terrifiait. Pour autant, je ne disais rien à ma mère, de peur qu'elle me prenne pour une folle. Et puis, ma relation avec elle n'était pas vraiment saine à ce moment-là. Et puis, il y a ce fameux soir, celui qui restera gravé dans ma mémoire à tout jamais. Il était 22 h et j'étais seul dans l'appartement. C'était l'heure d'aller se coucher, accompagné de mon chat. Je file dans ma chambre et ferme la porte. À peine assise dans mon lit, nos têtes se tournent vers la porte. Pour mieux comprendre, ma chambre donne directement sur le salon. Il n'y a pas de couloir dans cette partie-là de l'appartement. Et dans ce salon, mon chat et moi entendons des pas. Des pas calmes qui s'approchent petit à petit de ma chambre. Je savais que je n'étais pas la seule à le vivre. Chester avait les oreilles dressées et son regard fixé sur la porte. Quant à moi, je flippais ma race. Mon cœur battait à vive allure et j'étais tellement apeuré que mon corps était traversé de partout par des milliers d'aiguilles. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force, mais en comprenant que les pas se rapprochaient de plus en plus, j'ai attrapé Chester. Je me suis levé dans mon lit avec mon chat pour m'y cacher comme une gamine. Les pas ont continué encore quelques minutes. Puis, je me suis endormi. Oui. Oui, je ne sais pas comment, mais j'ai dormi. Il y avait des pas dans mon salon. J'étais seul avec un chat. J'avais 16 ans, pas de téléphone portable. Et pourtant, j'ai dormi sans problème. Et si tu te poses la question, non, ce n'était pas ma mère. Il n'était que 22 h et en général, elle ne finissait jamais avant 23 h ou minuit. C'était la dernière chose vraiment dingue que j'ai vécue dans cet appartement. Nous y sommes restés seulement 1 an et je dois dire que ce logement ne me manque pas du tout. Quelques années plus tard, j'ai réussi à parler à ma mère de cette période passée dans la cure. Et ce qu'elle m'a dit m'a laissé bouche bée. La nuit, elle entendait des bruits dans le mur juste au-dessus de ma tête. Un mur qui séparait ma chambre de la sienne. Bizarrement, je ne les ai jamais entendus, ces fameux bruits. Mais le pire, Léo, c'est que lorsque je lui ai parlé des bruits de pas dans le salon, ma mère m'a regardé gêné avant de me dire « mon oncle est mort dans le salon, il y a des années. » Après toutes ces années, et avec ce que je sais aujourd'hui du paranormal, je pense sincèrement qu'il s'agissait d'une activité poltergeist. Un ado en pleine crise dégage des énergies incroyables, ce qui peut attirer ou créer des poltergeists. Et de l'énergie, j'en avais. Colère, tristesse, incompréhension, sentiment de ne pas être comprise. Ajoute à ça, cimetière juste à côté, à mon avis, il y a forcément un lien. Ma mère est revenue habiter dans la cure plusieurs années après en louant l'appartement des anciens voisins bruyants et pourtant, ni elle ni moi avons vécu de nouveaux phénomènes. Waouh!
Bien flippante ton histoire, merci beaucoup de me l'avoir partagée. Alors tu n'as pas mis ton prénom, mais bon, merci quand même à toi. Bon alors est-ce que du coup ton oncle mort dans le salon serait revenu et aurait profité de ta sensibilité, de tes émotions pour voilà venir hanter cette maison et te montrer qu'il est là? Ou est-ce que tu n'as pas finalement, pas halluciné, mais voilà sur le coup de tes émotions, extrapoler un petit peu tout ce que tu vivais, ou juste est-ce que tu n'as pas été plus sensible au bruit à ce moment-là, au craquement qui aurait pu être rationnel, des bruits, le bois qui travaille, de la résonance? Histoire hyper mystérieuse, en tout cas on reste évidemment ouvert. Ton histoire, malheureusement j'ai pas tellement de théorie, mais par contre, ouais, c'est vrai que la dernière info là où ton oncle est mort dans le salon il y a des années alors qu'il t'arrive des éléments effrayants dans le salon et des bruits de pas encore pire, ça je vous avoue que ça me met pas bien et j'espère que c'est rationnel et que le chat a dû voir un petit rat qui... Je me rassure, comme je peux. Désolé, je me rassure. Bon, les amis, la dernière histoire de cette compilation de vos histoires flippantes et paranormales, qui nous la raconte? Eh ben, c'est Émilie qui va venir demain sur un format pour la raconter abonnée. Donc dans la vraie vie, elle va venir nous la raconter. Et là, je vais vous la faire sous format de témoignage parce que je n'ai pas encore, à l'heure actuelle, entendu son histoire. Moi, je vais la lire. Et du coup, bon, je ne le découvrirai pas sur le moment du tournage, mais en revanche, ça pourra un peu m'entraîner pour émettre durant l'échange qu'on aura avec elle des théories. Bonjour Léo, je m'appelle Émilie et j'aime vraiment regarder les vidéos de ta chaîne. Merci beaucoup Émilie. Aujourd'hui, en regardant une de tes vidéos, je me suis décidé à raconter ma propre histoire. D'ailleurs, je rappelle, n'hésitez pas si vous voulez raconter vos histoires, leo@d-influence.com. Je devais être en seconde ou en première et j'allais dormir chez une amie. Quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que maintenant, je suis plus ami avec cette personne parce que je dois admettre qu'elle était quand même un peu bizarre. Elle avait des délires très sombres. Elle aimait beaucoup les histoires d'horreur, le paranormal, les serial killers, mais tout ça d'une manière très obsédée et très admirative. Bref, à l'époque, elle m'invite donc chez elle pour la première fois. J'y vais donc pour dormir et, il me semble, pour faire un devoir de classe ensemble. J'y vais donc pour dormir et, il me semble, pour faire un devoir de classe ensemble. La première chose que je fais quand j'arrive, c'est d'aller poser mon sac dans la chambre où on allait dormir ensemble. Sa chambre était trop petite, donc on dormait dans la chambre d'amis. Et pour atteindre la chambre d'amis, il fallait en fait traverser un petit couloir. Au début, la maison me semblait tout à fait normale. Mais quand j'arrive dans le couloir qui mène à cette fameuse chambre, je sens une énergie super pesante. J'ai l'impression qu'on m'a mis 100 kilos sur les épaules. C'est vraiment inconfortable de traverser ce couloir. Et plus je m'approche de la chambre, pire ça devient. Je sens que l'énergie ne me plaît pas du tout dans la chambre non plus. Ce qui était vraiment étrange, c'est que mon ami m'a dit « Moi j'adore dormir dans cette chambre parce que j'aime beaucoup l'énergie, j'y dors très bien ». En rétrospective, c'était plutôt bizarre. Surtout que cet ami, comme je te l'ai dit, avait des inclinations un peu sombres. Et que moi, je m'étais senti très mal dès le départ. La journée passe, on fait nos petites affaires et vient l'heure d'aller se coucher dans la fameuse chambre. On se pose toutes les deux dans le lit et je crois qu'on allume la télé. Comme je t'ai dit, c'était une fille avec une inclinaison pour le paranormal, donc on commence à regarder des vidéos paranormales. Tout ça, ça me faisait pas vraiment peur, parce que moi, c'était juste à la télé, ça n'avait rien de réel. Mais alors quand on regarde la vidéo, j'entends du bruit à ma droite. J'étais à la droite du lit, et à ma droite, il y avait une grande étagère avec plein de bazar posé dessus. Et là, je commence à entendre un grattement. Le grattement était vraiment assez fort, au point que malgré la télé, on l'entendait toutes les deux et ça nous dérangeait. On met donc la télé en pause, je pose mon oreille contre le mur, pensant que c'était un rat, quelque chose de logique. Mais plus on cherche, plus on se rend compte que le bruit ne vient pas du mur, mais d'un des objets posés sur l'étagère. Et là, je trouve un vieux lecteur de cassette des années 80. Je prends la machine et je me rends compte que le bruit vient de là. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de pile dans la machine et même pas de cassette. C'était donc impossible qu'un bruit comme ça surgisse de cet appareil. Surtout que le bruit était fort et continu. Au bout d'un moment, on a juste fait abstraction, on l'a reposé et on a continué de regarder la télé. Après 1 heure ou 2, on s'endort. Cette nuit-là, quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis au moins 10 ans s'est produit. J'ai fait une paralysie du sommeil. Et c'est une des plus terribles que j'ai jamais vécues. Il faut savoir que quand j'en avais déjà fait quelques-unes dans ma vie, j'avais donc ce réflexe, dès que ça m'arrivait, je gardais les yeux fermés.
Je m'efforçais de ne jamais ouvrir car je savais qu'on pouvait avoir des hallucinations très effrayantes. Je préférais rester dans mon ignorance même si je sentais qu'il y avait une présence. Cette nuit-là, je me réveille paralysé. Je sais que c'est une paralysie, donc je garde les yeux fermés. Mais je sens une pression terrible sur mon torse, comme si quelqu'un voulait m'empêcher de respirer. J'avais la sensation d'avoir des mains autour du cou. Et en plus de m'étrangler, la présence appuyait de toutes ses forces sur ma poitrine pour m'empêcher de respirer. Quelques secondes ou peut-être quelques minutes passent comme ça. Je suis paniqué parce que je ressens un réel danger. Dans un moment de lucidité, j'entends que la télé est encore allumée. C'est toujours une vidéo paranormale sur YouTube. Pour essayer de me distraire, je me concentre dessus. Et là, j'entends dans la vidéo et l'entité libère le corps. Exactement à ce moment-là, toutes les parties de mon corps se déparalysent. Toutes les sensations d'étranglement et d'oppression disparaissent. Mon premier réflexe a été de réveiller mon ami et lui demander de me tenir la main pour me rendormir. Le lendemain, je suis parti donc un peu déboussolé et pour des raisons évidentes, je ne suis jamais retourné dormir chez cet ami, même si on est resté en contact encore 1 an ou 2 après ça. Merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire, j'espère qu'elle t'a plu et que tu voudras la partager sur ta chaîne YouTube. Non, Emily, je n'ai pas à la partager, tu vas venir carrément nous la raconter. Et ça se passe d'ailleurs dans cette vidéo, les amis, qui est normalement sortie, sinon j'ai l'air très débile de faire ça. J'ai plusieurs théories là, qui me viennent en tête directement. Je préfère du coup les dire demain à Emily et vous du coup le découvrirez dans cette vidéo que je vous affiche à l'écran où on découvre l'histoire ensemble d'Emily et plusieurs histoires d'abonnés. J'espère que vous avez kiffé cette compilation les amis, c'était Léo. Passez une très bonne nuit, ou du moins essayez. À plus. There is no chanting. It's true. We shanties? Listen here. What? We're outward bound for Mobile Town with a heave-ho-ho, and we'll heave the old wheel round and Oh, no, it's round not. and Oh, look at the round moon! and ladies all. And when Can we say get Venus? to Mobile No. Town with a heave-ho-ho, oh, 'tis there You know what would be cool for them to put in this game? drowned. Good morning, ladies all. I think it would be really good for them to put an accurate night sky. What do you guys think? Because then, even if you don't have like the navigator, you can still guide yourself by the stars. Thoughts? Chips under your hand, Captain. I feel like it would be fun. Also weather. There is rain, but like there should be like storm. Like the waves should get like really crazy. Yeah. Pat parrots, definitely pat parrots. Stein, thank you so much for the 25 months to support you. Blackjack and hookers from my bunny. Mwah, thank you. All at once. Yeah, Kingdom Come does have a realistic. Yeah, up she rises early in the morning. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What we will do with the drunken sailor early in the morning. I know, right? Then that would be based in the morning. Put him in the scuppers with a hose pipe on him. Put him in the scuppers with a hose pipe on him. Put him in the scuppers. Look at them working. Early in the morning. Up she rises, way Up she rises she rises. early in the morning. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Arigato. So far I've been liking the game a lot. Early in the morning. We cannot make our crewmates walk off the plank. Sadly. Yep. Oh shit. Oh no! I forgot to repair the ship! Hold on. Let's not get in combat with those other guys.
See the king Oh god. down clear, heave away and Hold on. we'll boys, for Tortuga we will steer, and we'll sing Yeah. in joyful chorus in the waters Hold on. of the night, and we'll do your pose. Hold on. How the heck? How the heck do we avoid all these guys? We need to kill 3 ships. Oh boy. I want the loot! Arigato, you don't need to buy the early access of the game, but you can definitely see how the game develops during early access. Just see and figure out if you want to get the game when it comes out. But I understand. I was actually talking about this in the beginning of the stream. I find that especially when it's a survival game, I've seen it happen many times. The survival games early access, they were extremely like raw and basic. This one does not feel like that. I cannot get this loot. Are we full? We're full. No. Ships under your hand, Captain. Here we go. We got so much wood. More speed. We go. Drama Queen, I don't know. I don't know if that's true. Like, before Baldur's Gate came out, I got early access of Baldur's Gate. And I played 400 hours. And after Baldur's Gate came out, I played at least 2,000 more. So I would say depends on the game and depends on the early access. This is the map that we can see. Not pre-played. I played Baldur's Gate 3 on stream for 400 hours on stream before it came out. And then 2,000 more on stream. Yeah. You know. Holy shit. Guys, this is a named ship. And we're being followed by other ship. I think we need to lose the other ship before we engage with the ships. Hey, Bits. No comment. Oh god. Okay, one of the ships is going away.